Minocratie contre démocratie. Ceci est un 8e épisode de réponse aux questions que l'on me pose lorsque je présente l'idée de la minocratie autour de moi. Pour en comprendre les tenants et les aboutissants, je vous invite à aller écouter la lecture complète du texte initial et celle du chapitre 11, ajouté a posteriori, qui présente le concept de minocratie en tant que tel. Vous les trouverez sur Instagram, sur YouTube ou sur Deezer. Mais, pour en faire un rappel rapide et contextualiser ce que je vais dire, il s'agit d'un système de prise de décision politique dans lequel on refuse de faire confiance à une élite dirigeante ou à la délibération, et où on applique aveuglément les exigences des personnes qui subissent des inégalités avérées. Du coup, dans cette configuration, tant qu'il subsiste des inégalités, les gens qui les subissent ont individuellement le pouvoir d'imposer de nouvelles lois à l'ensemble de la société. Le seul moyen pour que ça s'arrête est de proposer des lois qui créent une égalité réelle, et c'est justement l'objectif recherché. Cependant, pour que ce système fonctionne et éviter les abus, il faut que les réformes demandées respectent impérativement 3 conditions. 1. Ne retirer à personne, de quelque manière que ce soit, même temporairement, son droit ou sa capacité à exiger des réformes à l'avenir selon ces mêmes règles. 2. Ne pas imposer ou risquer d'imposer à qui que ce soit des conséquences non immédiatement réversibles par d'autres réformes. Et 3. Ne pas interdire une pratique tant que celle-ci ne provoque pas d'autres inégalités que l'inégalité d'accès à cette pratique en tant que telle. Les réformes qui ne correspondent pas à ces critères sont rejetées en bloc et ne sont tout simplement pas appliquées. Mais au final, pourquoi ? Pourquoi devrions-nous mettre en place un tel système de prise de décision quand il en existe un autre déjà très bien, à savoir la démocratie ? Eh bien justement, dans cet épisode, j'aimerais vous faire comprendre pourquoi il est impératif de cesser de considérer la démocratie comme un modèle acceptable, comme un horizon souhaitable pour nos sociétés. Vous l'ignorez bien entendu, mais à l'origine, la toute première phrase de mon essai ne devait pas être « Je suis une femme trans et handicapée », mais « Je hais la démocratie viscéralement ». Et pour cause, c'est parce que j'ai expérimenté personnellement les limites et les dérives de la démocratie, la violence et l'injustice qu'un tel système peut m'imposer, que j'ai décidé d'imaginer autre chose, une autre façon de prendre des décisions qui n'en présentent pas les défauts. Car oui, j'ai bien conscience que la minocratie n'est pas parfaite, qu'elle ne permettra jamais de faire apparaître par magie l'égalité réelle, qu'elle permettra seulement d'être mieux armée pour y parvenir, qu'elle peut même être excluante pour certaines catégories de la population si l'on n'y prend pas garde. Mais il n'en reste pas moins que la démocratie présente ces mêmes défauts, voire de manière bien plus grave, tout en étant oppressive par ailleurs de beaucoup d'autres manières. Et pour comprendre cela, il faut commencer par comprendre quelle est la différence fondamentale entre une minocratie et une démocratie. Car de fait, à bien des égards, les deux systèmes de prise de décision sont proches et vont présenter les mêmes problématiques. Par exemple, les deux nécessitent, pour fonctionner, un état de droit et doivent donc faire face à la même question de qui juge selon quelle procédure et comment on nomme ces personnes tout en s'assurant de leur indépendance et en les empêchant de commettre des abus. En fait, les deux systèmes sont tellement proches que selon certaines acceptations de la définition de démocratie, il est possible de considérer que la minocratie en est une forme particulière. Après tout, en minocratie, le pouvoir de faire les lois appartient bien au peuple d'une certaine manière, et il est nécessaire de garantir des droits fondamentaux aux individus pour assurer son fonctionnement. Pour autant, je pense que, comme pour moi, parler de démocratie pour un système qui permet à une seule personne d'imposer sa volonté à l'ensemble de la société et qui interdit formellement toute délibération sur les lois proposées peut vous paraître antinomique. Et c'est justement sur ces points que ces deux systèmes s'opposent, à mon sens. Je pense que nous sommes tous et toutes à peu près d'accord pour dire que le fait que tous les membres de la société puissent participer à une délibération libre et éclairée sur les décisions politiques qui les concernent, et le fait que le choix final se porte sur la décision qui emporte la plus grande adhésion au sein de la communauté, sont deux éléments fondamentaux constitutifs de la démocratie. Or, ces deux éléments sont précisément la source de l'injustice en démocratie, des dangers pour l'avènement de l'égalité réelle.
En premier lieu, la délibération, qui est censée permettre en théorie à la solution la plus juste de s'imposer par la raison, ne produit quasiment jamais cet effet-là dans les faits, tout simplement parce que cette délibération est par essence inéquitable. De fait, ce n'est pas parce que la loi confère théoriquement à chaque individu une voix égale à celle de chaque autre individu que les inégalités entre les individus disparaissent. Et ainsi, pendant les débats, quelle que soit la forme d'organisation de ceux-ci, ce n'est pas la raison qui prime, mais bien les rapports de domination. Il faut évidemment, à ce sujet, penser aux milliardaires qui ont la capacité de financer une propagande diffusée à grande échelle pour soutenir leur vision du monde, ou de faire du lobby de manière plus directe, voire carrément d'acheter les voix des autres dans certaines circonstances. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Car même lorsque de tels comportements sont interdits et correctement empêchés, les études montrent que, puisque les délibérations demandent du temps et de l'énergie, les personnes qui y participent le plus sont celles qui le peuvent, c'est-à-dire, sans surprise, pas les personnes les plus précaires qui doivent cumuler des emplois pour s'en sortir, pas les personnes qui sont freinées par des handicaps, pas les personnes qui ont la charge d'enfants, de personnes âgées ou de personnes handicapées, etc. Donc, en général, pas les personnes qui subissent le plus les inégalités. Et même lorsque l'on contrevient à cela en offrant de l'argent aux personnes qui délibèrent, il n'empêche que les personnes qui ont le plus d'éducation, le plus d'influence sociale, le plus d'aisance à s'exprimer en public, imposeront bien plus facilement leur point de vue que tous les autres. Et on parle évidemment là d'hommes blancs, cisgenres, valides, issus de milieux privilégiés. Cela se produit simplement parce que les oppressions systémiques qui traversent nos sociétés sont ancrées dans nos comportements les plus basiques, de manière souvent inconsciente. Cette réalité est à ce point connue qu'il existe aujourd'hui des théories de la démocratie dites contestataires qui proposent de solutionner le problème en organisant des délibérations préalables en non-mixité entre les membres d'un groupe subissant une même oppression, afin de trouver des solutions rationnelles sans subir l'influence trop importante des puissants et des puissantes. Hélas, cela présente le défaut d'exiger des personnes qui subissent des inégalités encore plus de temps et d'énergie pour pouvoir participer correctement aux délibérations. Mais surtout, même si celles-ci parviennent à trouver de la solution la plus rationnelle grâce à ce dispositif, cela ne retire en rien le second problème auquel il faut faire face en démocratie, la tyrannie de la majorité. De fait, en démocratie, vous ne devez pas seulement avoir raison dans votre argumentation, vous devez aussi réussir à convaincre les autres de voter dans votre sens à la fin de la délibération, ou au moins de ne pas s'y opposer s'il n'y a pas de contre-proposition. Car c'est la proposition qui remporte le plus d'adhésions exprimées qui sera choisie. Et déjà, ce n'est pas un acte simple en soi. Les personnes qui appartiennent à une minorité oppressée, même en étant regroupées pour défendre leurs droits, se retrouvent obligées de fournir des efforts considérables pour convaincre la majorité de voter dans leur sens. Or, c'est quelque chose qui, à l'inverse, est très facile à réaliser lorsque l'on est déjà en position de pouvoir dans la société et que l'on peut plus aisément déployer du temps, de l'énergie, voire payer des gens pour militer pour vous et faire usage de la violence envers les personnes qui s'y opposent. Ainsi, la démocratie oblige les gens qui ont le plus besoin du soutien de la communauté à s'engager dans un bras de fer truqué en faveur de celles et ceux qui profitent de leur absence de droit. Plus encore, le consensus scientifique sur le sujet est qu'en réalité, les personnes ont tendance, quelles que soient les circonstances, à ne pas voter pour les solutions qui sont meilleures pour l'ensemble de la société, mais pour les solutions qui servent directement leurs intérêts personnels ou de classe. Ce qui fait que, même avec les meilleurs arguments du monde, si votre solution fait perdre des privilèges à quelqu'un, cette personne ne votera probablement jamais pour vous et votera même quasi certainement contre vous. Ce n'est que s'il existe un rapport de force extérieur au vote, par le biais d'une lutte sociale par exemple, que ces personnes peuvent être amenées à changer leur vote en comprenant qu'ils ont peut-être trop à perdre à cause de cette lutte. Et donc, là encore, cela oblige les personnes les plus défavorisées à fournir des efforts d'autant plus considérables pour espérer obtenir quoi que ce soit, alors que les personnes déjà puissantes disposent, par définition, d'un rapport de force en leur faveur. Et pire encore, pour corriger ce problème, la solution trouvée est généralement d'augmenter le seuil de majorité nécessaire pour pouvoir prendre une décision.
En gros, d'exiger une adhésion toujours plus grande pour qu'une décision soit prise, qu'il s'agisse d'une majorité absolue ou renforcée, voire de l'unanimité. De fait, plus le nombre de personnes nécessaires pour prendre une décision est grand, plus cela implique de tenir compte des intérêts de tout le monde dans la solution choisie, offrant parfois jusqu'à un droit de veto aux individus, même lorsqu'ils sont en bas de l'échelle sociale. Malheureusement, dans les faits, cette solution a surtout deux effets pervers assez notables. En premier lieu, cela rend encore plus difficile le travail des minorités oppressées, qui doivent déployer d'autant plus d'énergie et de temps à convaincre toujours plus de monde que leur solution est la bonne et à imposer un rapport de force en leur faveur, capable de faire céder encore plus de monde. Et, encore une fois, je le répète, ces minorités n'ont, par définition, que peu de moyens à l'origine, et c'est justement le problème. Ensuite, j'en ai déjà parlé dans les épisodes précédents, mais le fait est que les gens ont besoin que des décisions soient prises et que la société fonctionne. Les blocages sont coûteux et tout un chacun cherche à les éviter. Aussi, en cas de désaccord dans un vote à l'unanimité, les gens vont avoir tendance à chercher des compromis sitôt que les coûts de leur opposition totale deviendront trop grands pour eux. Or, les personnes les plus à même de payer personnellement le coût d'un blocage, ce sont les puissants et les puissantes, pas les minorités oppressées. Résultat, plus on élargit le seuil de majorité nécessaire pour prendre une décision, plus on laisse l'opportunité aux puissants et aux puissantes de faire pencher les compromis en leur faveur, voire de prendre la société en otage pour extorquer davantage de privilèges. Et si l'on combine ces réalités à la facilité qu'ont les puissants et les puissantes à peser sur la délibération, ce n'est en rien étonnant que les discours qui encouragent à discriminer certaines catégories de la population soient légion en démocratie. Il me semble que c'est le résultat naturel d'un tel système que les puissants et les puissantes imposent dans le débat des discours qui fassent croire à une majorité que leur intérêt réside davantage dans le fait de s'en prendre à telle ou telle minorité oppressée, plutôt que de changer le système qui les rend puissants et puissantes. Oui, vous m'avez bien entendu, la montée de l'extrême droite, qui défend entre autres la mort de la démocratie, je le rappelle, est, à mon sens, la conséquence logique de l'application même des principes démocratiques les plus fondamentaux. Et vous commencez donc peut-être à comprendre pourquoi ma haine envers ce système politique est de l'ordre du viscéral. Alors, évidemment, je ne suis pas en train de dire que la démocratie est le pire des régimes. Bien sûr qu'en comparaison avec une dictature, quelle qu'en soit la forme, ce régime présente de très nombreux avantages, à commencer par le fait que ce que je dénonce ici comme des dérives en démocratie est juste un état de fait permanent en dictature, plus encore. En permettant à tout un chacun de participer par principe à la délibération, la démocratie permet à la lutte sociale d'exister et légitime sa présence, ce qui augmente les chances de succès de celle-ci par rapport à un régime où toute contestation est réprimée automatiquement. Et puis aussi, les experts et expertes du sujet sont capables de vous présenter toutes sortes d'exemples et d'expériences où l'application de la vraie démocratie, peu importe ce qu'ils et elles entendent par là, permet bien de défier les prédictions de leurs propres études sur le sujet et où cela aboutit à des décisions qui amènent réellement à davantage d'égalité réelle. Hélas, en les écoutant, je me rends surtout compte d'à quel point ces cas sont rares et que le fait de se focaliser dessus ne permet pas réellement de rendre compte de ce que démontre la pratique démocratique dans son ensemble. Plus encore, souvent, ces cas particuliers peuvent exister dans des circonstances très spéciales où certaines réalités sociales ne s'appliquent pas. Par exemple, dans des espaces communautaires où les gens sont déjà liés par un agenda politique commun, ou encore dans des groupes où les disparités sociales et économiques entre les individus ne sont pas aussi marquées que dans la population générale, et où les capacités de nuisance des personnes privilégiées sont donc moins grandes. Et même si l'on considère un dispositif comme la Convention citoyenne sur le climat, qui a effectivement déjoué les pronostics en faisant des propositions bien plus radicales en faveur de l'égalité réelle que tout le monde s'y attendait, certaines critiques peuvent être émises. Tout d'abord, la radicalité des propositions n'existe qu'au regard de l'inaction de nos gouvernements actuels.
car la Convention n'est pas non plus allée jusqu'à proposer de s'attaquer à la racine du problème en poussant à la sortie du capitalisme, ce que revendiquent pourtant activement de nombreuses organisations. Mais il faut aussi noter que ce débat n'était pas non plus excessivement engageant pour les participants et les participantes. La responsabilité du dérèglement climatique incombant principalement à des pratiques industrielles, les membres de la Convention ne sont pas les premiers et premières concernés par leurs propres propositions. Peut-on imaginer un résultat aussi probant si le sujet avait été « Comment combattre la culture du viol ?» Parce que se débarrasser de cette culture du viol implique des changements de comportement au quotidien, de faire des efforts pour se former, s'instruire, mais aussi des privations pour une très très grande partie de la population qui profite actuellement du système. Difficile de savoir quel aurait été le résultat d'une telle convention citoyenne. Et tout cela m'amène donc à la conclusion suivante. Au final, si la démocratie est une amélioration par rapport à la dictature et doit être défendue face aux dérives autoritaires que l'on constate actuellement, elle n'en reste pas moins un système qui, de par son fonctionnement même, favorise grandement les puissants et les puissantes, et leur permet de légitimer l'application de leur agenda politique grâce au soutien de la majorité, à un prix qu'ils et elles sont parfaitement à même de payer, et qui, dans le même temps, ne permet à la lutte sociale que d'obtenir des compromis tout en imposant aux personnes qui subissent des inégalités un coût énorme pour obtenir quoi que ce soit en leur faveur. De fait, ce n'est pas un hasard si, en Occident, le modèle a commencé à s'imposer en même temps que la bourgeoisie économique s'est emparée du pouvoir politique face à la noblesse d'épée traditionnelle. Et malheureusement, il me semble que toutes les personnes qui essaient de rendre ce système plus juste, de le sortir de cette mécanique de machine à justifier les oppressions, ne font que rajouter des couches de pansement sans s'attaquer au mal à la racine. Parce que oui, peu importe la façon dont vous organisez votre démocratie, à partir du moment où vous permettez à toutes les personnes concernées par une décision d'y participer, vous donnez aux violeurs le pouvoir d'influer sur la définition légale du viol et sur les peines encourues. En d'autres termes, vous permettez au violeur de participer à son propre jury. Et évidemment que celui-ci va tout faire pour éviter d'avoir à subir les conséquences de ses actes, voire pour s'assurer de pouvoir recommencer en toute impunité. Quitte à déployer des moyens et les discours les plus abjects pour y parvenir. Et cette perspective, personnellement, qu'un système politique permette et encourage cela, me révolte au plus haut point. A l'inverse, la minocratie donne entièrement aux victimes le pouvoir de définir le viol et la façon dont on doit le punir et empêcher que de nouveaux viols se produisent, tout en empêchant ces mêmes victimes de tomber dans le travers de la vengeance pure et simple. Et si vous êtes en train de vous dire que non, quand on parle des personnes concernées, on parle surtout des personnes qui subissent le problème, alors c'est que vous avez déjà une logique minocratique. Tout comme la plupart des gens qui défendent l'idéal démocratique aujourd'hui en réalité, du moins à mon sens. De fait, si l'on examine de plus près l'idée de la démocratie contestataire, celle qui consiste à organiser des délibérations préalables entre personnes oppressées et qui permet de limiter l'impact des dominations sur les délibérations, il s'agit bien de donner davantage de pouvoir politique aux personnes qui subissent les inégalités qu'aux autres. Et quelque part, c'est un premier pas vers la logique minocratique. Le plus édifiant cependant, cela reste pour moi tous ces fameux exemples où la démocratie a permis l'égalité réelle d'advenir, d'être le choix qui s'impose à l'issue des délibérations. Systématiquement, on remarque que les solutions choisies sont précisément celles qui étaient proposées par les associations des personnes concernées par les inégalités qui ont été réduites, ou des adaptations de celles-ci aux circonstances. Vraiment, écoutez les discours des personnes qui font l'éloge de la Convention citoyenne sur le climat. Elles expliquent d'elles-mêmes que la preuve de son succès est justement que les propositions faites par celle-ci vont dans les sens des revendications des associations des personnes concernées. Et si l'on commence à juger de la qualité d'une décision politique en fonction de sa correspondance avec les exigences des personnes qui subissent les inégalités qui concernent cette décision, alors on est là aussi dans une logique minocratique. Et à ce stade, il faut s'interroger. Pourquoi s'imposer un processus démocratique dont les dérives potentielles sont connues et difficiles à combattre, et pourquoi ne pas plutôt appliquer directement ce que demandent les minorités oppressées ? En somme,
Pourquoi ne pas plutôt défendre directement la minocratie ? Je vais même aller plus loin et vous faire remarquer que la minocratie n'est pas quelque chose de si nouveau que cela, ou d'étranger à nos pratiques quotidiennes. En fait, à partir du moment où vous respectez les personnes qui font partie de votre groupe, il y a tout à parier que vous adoptez déjà, sans vous en rendre compte, des comportements minocratiques. Par exemple, dans un groupe d'amis, si une personne a un régime alimentaire particulier et plus restreint, que ce soit par choix ou pour des raisons de santé, la plupart des gens vont prévoir un plat adapté à ses besoins particuliers plutôt que de choisir le plat préféré de la majorité des convives, voire de faire plusieurs plats différents en donnant priorité à cette personne pour les plats qui rentrent dans son régime. Il s'agit bien ici de se plier aux exigences de la personne qui subit une inégalité dans le choix de sa nourriture par rapport aux autres. C'est aussi ce que font déjà les mouvements de lutte intersectionnelle qui érigent pour règle que la parole des concernés par une oppression a plus de valeur sur ces sujets que celle des autres. Ou ce que l'on entend par un adage aussi vieux et aussi commun que la vitesse d'un convoi est toujours déterminée par celle du chariot le plus lent. Le fait est que je n'ai rien inventé. J'ai au mieux formalisé, nommé des pratiques déjà existantes et considérées comme justes par beaucoup de monde. Je n'ai fait qu'en donner les règles de fonctionnement de manière claire afin de nous permettre de collectivement choisir d'en faire un mode de prise de décision politique officiel, voire institutionnel. Le but étant justement que l'on puisse en faire un horizon politique en tant que tel, qui soit meilleur que celui proposé par la démocratie. Et du coup, je vous le demande sincèrement. Maintenant que vous avez tout cela en tête, est-ce que vous préférez toujours défendre la démocratie plutôt que la minocratie ? Et si oui, pourquoi ?